Écoutez, messieurs, dames, bonjour. On va débuter sans plus tarder. Le temps est quelque chose de précieux aujourd'hui. Comme il y a eu des débordements à partir de 13h10 aujourd'hui, alors on essaie gentiment de combler le retard. Alors, d'abord, j'aimerais remercier ces personnes qui ont accepté de venir présenter. Et je vais prendre juste quelques minutes pour vous expliquer l'importance de ce panel. Il y avait une 6e personne qui est annoncée, si vous avez le programme imprimé, qui ne peut pas être là malheureusement, elle a eu des problèmes de santé, mais on a quand même 5 personnes. L'idée de ce panel, c'est un peu le reflet de ces deux événements qu'on organise en parallèle. Il y a des gens qui font des recherches, il y a des gens dans les milieux de pratique, et on veut voir comment on peut faire pour que les résultats de ces recherches se retrouvent finalement dans les milieux de pratique, dans les commissions scolaires, dans les écoles, etc. Alors, on a 3 chercheurs, qui travaillent depuis plusieurs années, qui font beaucoup d'efforts dans le transfert des résultats de recherche. Et on a des gens des milieux de pratique. On a une directrice adjointe de commission scolaire. On a Dominique Lachapelle qui a accepté de venir. Merci beaucoup, Dominique. On a Louise Trudel, qui est la directrice générale du CEPIC, le Conseil pédagogique interuniversitaire du Québec, et dont finalement sont membres indirectement quelques 40 000 enseignants au Québec à peu près, Louis, c'est ça? Les associations. C'est ça, à travers. Donc, le CEPIC regroupe des associations qui représentent des enseignants, mais globalement, c'est un peu plus de 40 000 enseignants au Québec. Et on a 3 collègues chercheurs. Quand le ministre Kerr a dit un peu plus tôt aujourd'hui que parfois les femmes sont sous-représentées, alors là, je pense qu'on peut dire avec grande... En tout cas, je me suis mis en bas du podium, là, mais pour dire que sur l'estrade, en tout cas, elles sont fortement représentées. Il y a Carole Raby, qui est professeure à l'UQAM. Je ne sais pas si on peut dire son futur titre de directrice de département. Ah, je l'ai dit. Et donc, elle sera directrice du département bientôt et qui a grandement travaillé avec les milieux de pratique aussi, notamment sur l'usage du TNI. Et puis, vous pourrez aller voir ses travaux sur le TNI ou préscolaire, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça aussi. Et donc, j'ai demandé à Carole de venir présenter. Cécilia Borges, qui a animé une CAP, une communauté de pratique, et puis qui en parle beaucoup aussi depuis quelques années. Pendant un peu plus que 2 ans, Cécilia, c'était combien de temps? En dernière, 4 ans. 4 ans. Alors, j'ai perdu le fil du temps, 4 ans. Et j'ai le privilège, en tout cas, Lorraine Savoie-Jacques, et je vais dire un petit mot sur elle, pas trop, mais quand même, qui a accepté de venir. Alors, Lorraine, dans une autre vie, c'était mon prof à l'université. Alors, hein, moi, je déteste ça quand quelqu'un vient me voir. « Ah, vous m'avez enseigné au secondaire avant. » Mais là, je me dis, c'est à mon tour, j'en profite. Alors, Lorraine, elle m'a enseigné. Elle était ensuite de ça ma collègue quand j'étais à l'Université du Québec. À l'époque, c'était l'UQACH. C'est devenu l'UQO, mais les bâtiments n'ont pas changé. Et avec Lorraine, on a écrit un livre d'introduction à la recherche dont la 4e édition est sortie l'an dernier. Plus de 60 000 exemplaires qui ont été vendus. Et donc, chaque fois, on est toujours surpris de voir autant de popularité, mais elle a été vraiment exceptionnelle, je dirais, comme collègue, comme enseignante aussi à l'époque, là, mais comme collègue de travail, parce que moi, j'étais jeune prof, j'enseignais un cours d'introduction à la recherche, et on avait un livre qui était difficilement accessible pour les jeunes et futurs enseignants. Et donc, j'ai proposé à Lorraine comme projet d'écrire quelque chose et elle n'a pas hésité. Elle a dit oui. Bon, 60 000 exemplaires plus tard, Lorraine est ici. La première édition, c'était en 2000, je pense. En 2000, donc il y a 19 ans quand même. Hein? Le temps passe vite. Alors donc, Lorraine qui a accepté de venir, et Lorraine, elle... Je ne sais pas si on peut appeler ça une célébration. Ça fait 50 ans qu'elle travaille dans le monde de l'éducation. Alors, je pense que ça mérite... Et elle a 30 ans, j'ai dit 50 ans. 40 ans, excuse-moi. J'ai rajouté 10 ans. 40 ans. 50 ans, donc 40 ans. Elle avait commencé, bon, à l'époque, comme enseignante dans la fonction publique à Ottawa, quelque chose comme... Voilà, bon. Alors, à part la dizaine de trop, la mémoire est quand même là. Donc, 40 ans, excuse-moi, Lorraine. Mais tu as commencé toute jeune, c'est pour ça.
Donc, mais elle a quand même accepté de venir aussi quand je lui ai écrit. Elle a dit oui tout de suite, sans hésitation. Alors donc, on a le déroulement du panel, c'est quoi? J'ai demandé à chacune des personnes de prendre 7-8 minutes environ pour parler de comment, selon eux, qu'est-ce qu'on doit faire pour que les résultats de recherche soient transférés. 2 personnes ont des PowerPoint, mais ce n'était pas obligatoire, alors j'ai laissé libre choix à tout le monde. Alors la parole est à Lorraine, et je vais me faire le gardien du temps. Si vous me voyez, je vais me tenir derrière vous pour ne pas vous déranger, mais si j'arrive devant vous, c'est que vous approchez de la fin de votre... Mais là, on a une personne de moins, fait qu'il y a moins péril dans la demeure. Et à la fin, s'il y a des questions, justement, après leur présentation, s'il y en a qui ont des questions de la foule, des éléments à partager, ça nous fera plaisir. Alors, Lorraine, sans plus tarder, la parole est à toi et merci encore. Oui, alors, bonjour à tous. Ce qu'il faut savoir d'abord quand on parle du transfert des connaissances, c'est que ce n'est pas une préoccupation qui est nouvelle en éducation. On remonte en 1930, je pense, pour les premières recherches où les chercheurs s'intéressaient à ce qui faisait que certaines connaissances pénétraient dans les pratiques et que d'autres étaient laissées pour compte. Et attendez, j'ai des dates ici. En 2015, Dagenet, qui est un Québécois, Christian Dagenet, qui a beaucoup travaillé sur le transfert des connaissances, recense 10 000 titres sur l'objet, transfert des connaissances en éducation. Alors, sans plus tarder, je vais vous définir ce que c'est. J'ai pris 2 définitions, en fait, une par Dagenet et l'autre qui provient du CETREC en 2017. Et ce qu'on retient essentiellement de ces 2 définitions-là, c'est que quand on parle de transfert des connaissances, on parle de ce processus qui fait en sorte qu'il y a une utilisation des connaissances disponibles, rendues disponibles par la recherche, et qui a un impact sur les recherches, sur les pratiques professionnelles. Donc, qui dit dans ma tête à moi, parce que moi, je me suis longtemps intéressée au processus de changement en éducation, qui dit impact sur les pratiques professionnelles, dit aussi ajustement de pratiques professionnelles. Et la diapositive suivante montre justement ce parallèle que je fais entre, d'un côté à droite, vous avez les propositions de Dagenet qui indiquent ou qui a dégagé 3 modèles, en fait, pour décrire cette dynamique de transfert des connaissances. Il va parler du modèle push, et ça, c'est ses termes. Donc, le modèle push, c'est le savoir existe, la connaissance existe, et c'est la responsabilité des milieux de pratique, des milieux professionnels, d'aller chercher ce dont ils ont besoin. On peut tout de suite dire que c'est un modèle qui n'a pas donné beaucoup de résultats, parce que ça a souvent été longtemps, c'est resté longtemps 2 mondes parallèles. Un monde le monde académique qui produisait des connaissances et le monde professionnel qui s'intéressait à leurs propres problématiques et qui essayait de trouver des façons de résoudre ces problèmes-là. Le deuxième modèle que Dagenet identifie, c'est le modèle pull. Alors ça, c'est le contraire du modèle push, c'est-à-dire que les professionnels de l'éducation ont des besoins et vont chercher, selon les besoins, les connaissances dont ils ont besoin pour régler leurs problèmes. Et le troisième modèle, ce qu'il appelle le modèle exchange, c'est un modèle interactif, c'est-à-dire qu'il y a des liens, il y a des canaux de communication entre les professionnels de l'éducation et les chercheurs, et l'information circule davantage. Le parallèle que je fais, et je vous disais tantôt, je me suis longtemps intéressée à la dynamique de changement en éducation, c'est qu'on a la même logique pour se représenter les modèles de changement. Et là, j'ai utilisé les travaux de Fulun en 2001. Fulun a travaillé en 1990, mais j'ai pris un texte de 2001.
Alors lui, pour parler des modèles de changement, il parle des modèles top-down, c'est-à-dire les modèles autoritaires. Il y a des directives qui viennent du sommet et c'est transmis en fait à la base. Pardon. Il y a les modèles bottom-up, hein, encore une fois, on fait le parallèle avec les modèles de Dagenais, c'est-à-dire que la base a des besoins de changement, et ça remonte vers le monde politique pour encadrer, pour structurer. Et le modèle mixte, qui ressemble au modèle exchange de Dagenais. Dans le modèle mixte, il y a cette interaction, en fait, entre l'autorité et la base. Et il y a une interaction dans, une interaction dans les besoins qui sont communiqués et les réponses à ces besoins-là. Moi, dans ma pratique, j'ai opté, en fait, pour travailler dans un modèle du côté changement du modèle mixte. Et si on le recadre avec les perspectives de Dagenais, le modèle exchange, c'est-à-dire que j'ai longtemps, et encore, je travaille avec des milieux scolaires, et je crois sincèrement que pour arriver finalement à faire ce transfert de connaissances, il n'y a rien de mieux que d'être proche du milieu scolaire qui est le partenaire idéal finalement quand on est chercheur en éducation. Alors je travaille depuis presque 20 ans, donc ça fait 40 ans moins 20. Il y a 20 ans où j'en ai pas fait. J'ai travaillé dans le registre des recherches participatives, hein, c'est large, et j'ai travaillé aussi, je travaille encore en accompagnement. Alors, qu'est-ce que je veux dire à propos de l'un et de l'autre brièvement? C'est que les recherches participatives, chercheurs et praticiens travaillent ensemble pour définir des problèmes, pour tenter de résoudre ces problèmes-là, et les connaissances de recherche qui sont produites bénéficient autant aux chercheurs qu'au milieu dans lequel s'est conduit la recherche. Si je vais rapidement aussi à l'accompagnement, hein, dans l'accompagnement, c'est que le chercheur chemine avec les gens du milieu qui veulent effectuer des changements de pratique. Et l'expertise du milieu et l'expertise du chercheur sont en quelque sorte complémentaires pour arriver à faire en sorte qu'il y ait des ajustements de pratique qui se font. J'ai essayé de représenter dans un modèle qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, cette perspective de transfert des connaissances dans une perspective d'accompagnement. Alors, je pense que dans une perspective d'accompagnement, on est en présence d'une interaction entre trois systèmes. Il y a le système chercheur, il y a le système praticien, hein, professionnel de l'éducation, et il y a le système connaissance. Et dans l'interrelation qui se crée entre les différentes personnes, bien, le chercheur est là pour accompagner, pour discuter, pour apprendre, hein, des milieux de pratique. Et le praticien est là pour réfléchir sur sa pratique, pour enseigner aussi aux chercheurs des préoccupations qu'il ou a par rapport à son milieu de travail, et ensemble de trouver des solutions pour résoudre, encore une fois, un problème de pratique. Les savoirs sont vus comme des ressources, hein, qui sont à la disposition des uns et des autres. Je passe rapidement, j'ai peur que Thierry s'avance. Non, non. Non? OK. Pardon? Il n'osera pas. Alors, j'ai essayé de voir un peu quels étaient les éléments facilitants pour travailler finalement dans cette perspective de recherche participative et d'accompagnement. Alors, je pense qu'au départ, il faut tenir compte de dimensions que j'ai appelées des dimensions relationnelles. C'est-à-dire que pour travailler ensemble, pour accompagner quelqu'un, pour s'inscrire dans des recherches participatives, ça prend une mutualité, c'est-à-dire un fort engagement des partenaires dans la réalisation des buts communs. Hein. Le chercheur a des buts
Le praticien a des buts aussi, mais il faut s'entendre sur ces buts-là. Il y a une négociation de buts et il faut comprendre que les buts des uns peuvent être différents des buts des autres, mais en quelque part, on se retrouve. Une autre considération, c'est que les partenariats de recherche ne s'improvisent pas. Ils se préparent. Et c'est bien beau de parler du transfert des connaissances, mais il faut que les canaux qui sont construits entre milieu de pratique et milieu de recherche soient suffisamment riches et dynamiques pour que cette information-là, ces savoirs-là puissent circuler convenablement. Il y a des dimensions politiques aussi dont il faut tenir compte. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les chercheurs sont fortement conditionnés par les organismes de financement. J'apprends rien à personne. Et quand un organisme de financement dit « on va subventionner des recherches-actions », bien, c'est sûr que ça va intéresser des chercheurs à s'engager dans des recherches-actions. Je parle de recherche-action, mais j'inclus des recherches de type participatif. Mais s'il n'y a pas ce type d'orientation de la part des organismes subventionnaires, bien, il faut trouver des moyens, en fait, pour que les uns et les autres puissent travailler ensemble. Ce que j'observe au Québec, c'est qu'il y a depuis quelques années, et ça, c'est une dimension facilitante, et la mise en place de structures qui vont servir de ce que les Français appellent comment ils appellent ça, non? Je pense que je l'ai écrit. Oui, les courtiers de connaissances. J'avais juste le mot anglais, le broker. Donc, les Français appellent les courtiers de connaissances, c'est-à-dire des gens qui font le relais entre des milieux de recherche, des produits de recherche, des résultats de recherche et une diffusion dans les milieux. J'ai été très étonnée. Je termine une recherche actuellement qui a été menée auprès de directeurs d'école, où on a travaillé avec une collègue sur le développement de compétences en évaluation des apprentissages par les enseignants. En fait, c'était des compétences d'accompagnement des directions d'école. Et j'étais étonnée du discours des enseignants qui disaient « Mais la recherche dit ça, la recherche dit ça. » Moi, quand j'ai quitté l'université, j'ai pris ma retraite en 2010, j'entendais pas ce discours-là. Et je me dis, 9 ans après, il y a quelque chose qui s'est passé qui est très prometteur. Et il y a des directions qui me montraient, par exemple, des fiches de résultats de recherche qui avaient été compilées par le CETREC et qu'ils utilisaient comme modèle de référence, et j'ai trouvé que c'était encourageant. Bien sûr, un résumé reste un résumé, mais on dirait qu'il y a ce réflexe de se dire, mais qu'est-ce que la recherche dit à ce propos-là? Il y a aussi comme élément facilitant, et ça c'est la dernière diapositive, des dimensions liées à la formation. C'est qu'on s'aperçoit, en tout cas je m'aperçois que quand je donnais les cours de méthodologie de recherche, on formait des chercheurs à faire de la recherche, mais on les formait peu à travailler avec des gens du milieu, c'est-à-dire de sortir des cadres traditionnels de recherche et de faire en sorte que les jeunes chercheurs développent des compétences pour travailler en partenariat avec les milieux de pratique. Alors, ça m'apparaîtrait important que la formation à la recherche inclut davantage de formation à des modèles de recherche participatifs. Il y a aussi le deuxième point que j'ai mis, c'est-à-dire former à travailler en partenariat dans une forme de recherche centrée sur la pratique, ce que les Américains appellent le « practice-driven research ». Déjà, aux États-Unis, ils ont les teacher research, ils ont les regroupements de teacher research, mais là, c'est vraiment des recherches centrées sur les pratiques qui combinent, qui allient, en fait, chercheurs universitaires et milieux de pratique. Comme avenue future, encore une fois, j'emprunte aux Américains, qu'ils se portent à la défense d'une formation qui porterait sur le « improvement-oriented research ». Donc, vraiment des recherches qui se sentent, dont l'objet de la recherche
sont les ajustements. Moi, je parle d'ajustement de pratique, je ne parle pas de changement de pratique, je parle d'ajustement de pratique. Donc, des formes de recherche qui seraient vraiment centrées sur cette préoccupation-là. En terminant, je vais aborder quelques défis quand on travaille, parce que, bon, je peux croire beaucoup aux recherches participatives, je peux croire énormément à l'accompagnement, mais il faut garder en tête qu'il y a des défis qui se posent aux chercheurs qui font ces formes de recherche et au milieu de pratique aussi. Je parlerai d'abord des défis académiques, des défis de financement. Bon, financement, j'en ai parlé un petit peu tantôt. S'il y a des organismes subventionnaires qui retiennent des formes de recherche participative, ça va bien, mais s'il n'y en a pas, il y a un problème. Défis académiques, c'est-à-dire les recherches participatives prennent du temps. Les chercheurs sont invités à avoir plusieurs subventions de recherche. Donc, une recherche qui prend du temps, les publications prennent du temps. Il y a toute une série de conséquences qui font en sorte que peut-être que les universités seront moins heureuses de voir leurs enseignants fonctionner dans un tel type de connaissances, de recherche, excusez-moi. Ça peut avoir une incidence sur les demandes de promotion, ça peut avoir une incidence sur la carrière. Moi, j'ai eu la chance d'être dans une université qui supportait beaucoup cette forme de recherche, mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Donc, ça m'apparaît être un défi selon l'université dans laquelle les chercheurs sont impliqués. Ça pose une question de l'imputabilité, je veux dire, dans les défis que je retiens, une question à propos de l'imputabilité de la recherche. Comment va-t-on considérer une recherche qui prend beaucoup de temps à réaliser, qui va s'étaler sur plusieurs années, où les résultats vont sortir après plusieurs années aussi? Il peut y avoir des questions, des commentaires, des demandes de reddition de comptes qui ne coïncident pas, en fait, avec le rythme de la recherche de type participatif. Moi, je considère que la recherche participative, c'est une forme de développement professionnel pour les chercheurs et les praticiens. Ça devrait être vu comme ça, comme une force de la recherche de type participative, mais ça reste à être... Le message reste à être véhiculé pour renforcer cette position-là dans les milieux. Finalement, dernier défi par rapport à la recherche participative, bon, j'ai parlé de la durée. Je parlerai du roulement de personnel. Si on travaille pendant 4 ans avec des personnes, pendant 3 ans avec des personnes, beaucoup de choses peuvent arriver en 3 ans. Les gens peuvent changer de poste, peuvent quitter l'emploi, peuvent partir en congé de maladie, de maternité, enfin, beaucoup de choses peuvent arriver. Et c'est un problème dans la conduite de ces formes de recherche. La durée peut impliquer une perte de focus. On peut perdre la motivation. Il peut y avoir aussi des changements dans les politiques qui font que la recherche qu'on a démarrée au point de départ n'est plus tout à fait celle que l'on fait à la fin. Je vais juste prendre comme exemple la recherche que je mène actuellement avec la collègue dont je vous parlais tantôt. En 4 ans qu'a duré cette recherche-là, pensez à tous les changements dans les politiques sur l'évaluation des apprentissages au Québec. Donc, bon, la recherche participative a une force d'être flexible, de s'ajuster aux événements, mais ça représente aussi un défi parce qu'on travaille sur des objets qui bougent, avec des gens qui bougent. Mais je vais terminer là-dessus. Je pense que c'est une forme de recherche qui est bien équipée, ainsi que l'accompagnement, pour favoriser le transfert des connaissances en éducation. Voilà, merci. Alors, un grand merci, Lorraine, d'avoir mis la table en nous présentant d'abord des aspects théoriques, en nous présentant aussi dans quel volet s'inscrivait, tout en parlant des avantages et des défis aussi qu'on rencontre comme chercheur. Ce n'est pas toujours simple. J'inviterai maintenant Louise Trudel à prendre la parole. Alors, bonjour.
Moi, je vais vous entretenir quelques minutes d'un point de vue de groupe d'appui à la recherche, à ce qui se passe dans le système scolaire. Les associations professionnelles, le conseil pédagogique, ce sont des organismes qui sont en complémentarité, qui sont en soutien, accompagnement de ce qui se passe de façon plus formelle dans le système scolaire. Mais ils sont composés essentiellement d'enseignantes et d'enseignants. Alors, je vais commencer par vous donner le profil du CPIQ, le profil des associations professionnelles, pour savoir ce que font ces gens-là, pour être peut-être plus à même de les situer dans un processus de transfert de connaissances, étant donné qu'ils ne sont pas directement dans le système scolaire, et vous faire part un peu des conditions facilitantes ou gagnantes qu'expriment ces gens-là pour que la recherche fasse du sens pour eux. Et je terminerai avec 3 éléments qui m'apparaissent importants au niveau de la suite à donner dans le lien entre les chercheurs et les praticiens. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de ce qu'est le CPIQ. Alors, le CPIQ, c'est un organisme qui a été fondé il y a 50 ans. Il regroupe des enseignants de différents secteurs à l'ordre primaire, secondaire, formation générale, formation des adultes, formation professionnelle. Et ces individus-là sont regroupés en associations professionnelles où ce sont des individus comme tels qui adhèrent au conseil. Alors, il peut y avoir un certain nombre de membres dans le conseil, mais le conseil ne fait pas que des actions pour ses membres. Il fait des actions pour l'ensemble de la profession. Alors, le conseil, c'est un carrefour de réseautage, de réflexion sur des sujets d'intérêt pédagogique et professionnel commun, mobilisation de partenaires, diffusion de résultats de recherche, universitaires en sciences de l'éducation auprès du personnel enseignant notamment. Ces associations professionnelles ne sont pas composées de chercheurs, elles sont composées de praticiens, de gens qui sont dans les classes, dans des différents domaines d'enseignement ou secteurs d'enseignement. Les axes d'intervention, le conseil a 2 axes d'intervention et les mots sont importants. On veut susciter l'engagement des enseignants dans une démarche de développement professionnel et on veut promouvoir auprès des enseignants l'agir de façon éthique et responsable. C'est ce qui fait que ces intentions-là s'arriment à des travaux de recherche qui permettent aux enseignants d'améliorer continuellement leur pratique. Comment se décline l'action du CPIQ? On parle beaucoup de réseautage, et là, le réseautage, il faut le mettre en lien avec ce qui va venir tantôt quand je vais vous parler de diffusion. Les associations professionnelles n'œuvrent pas dans le domaine de l'application, des retombées, ne sont pas dans le milieu scolaire, on ne change pas les organisations comme telles, on n'améliore pas des processus organisationnels, mais elles peuvent avoir beaucoup d'impact au niveau de l'individu et du collectif. On offre des formations en développement pédagogique, professionnel, collaboration avec des partenaires. Il y a une revue dans laquelle les chercheurs du Québec écrivent de plus en plus à partir de travaux qu'ils ont menés du côté pratique ou du côté davantage théorique. On maintient une fonction de veille, de diffusion d'idées et on établit des partenariats et on organise des événements. Ça, c'est le CPIQ. Quand on arrive au niveau des associations professionnelles, il faut vous dire que ces associations-là sont des lieux de réseautage, un peu comme les colloques qu'on a aujourd'hui, mais ils font aussi des camps, ils produisent des revues, ils font du webinaire, bon, etc. Et ce sont des occasions de réseautage informel entre collègues praticiens, peu importe leur école, leur milieu, leur situation géographique, peu importe leurs compétences de débutants en enseignement, de professeur à un intermédiaire dans la profession ou de professeur qui est fortement dans la profession depuis de nombreuses années. Et c'est un avantage pour transmettre les savoirs. C'est le mot transfert ici, donc, à quelque part, au sens de certaines étapes du processus du transfert des connaissances. Donc,
Ils offrent du soutien et de l'accompagnement. Et ce qui est important, ce sont des gens qui partagent des ressources pédagogiques, didactiques, technologiques avec les enseignants qui répondent spécifiquement à des besoins de formation continue en didactique des disciplines. Donc, dans beaucoup de situations, ces gens-là vont prendre ou vont inviter des chercheurs ou des gens qui ont travaillé sur des recherches à faire part. Okay? Parce qu'un des problèmes dans le système de ce qu'on entend des enseignants, c'est le cheminement, comment ça percole, excusez-moi l'expression, mais entre le chercheur, la partie recherche, lorsque les résultats, parce qu'ils ne sont pas nécessairement dans des recherches participatives, ils ne sont pas actifs nécessairement dans la recherche, mais ce sont des transmetteurs. Okay? Alors, comment ça percole entre les résultats, les recherches comme telles et les praticiens du terrain? Dans les stratégies de transfert des connaissances, ce dont je vous fais part, c'est l'expérience que j'ai eue lorsque j'étais dans des milieux d'enseignement. J'ai été à l'ordre collégial pendant 25 ans et ça fait 10 ans que je suis avec les enseignants au niveau du secondaire, primaire notamment. C'est le mot « ajustement ». Il y a encore un enseignant qui me disait il n'y a pas longtemps, « Moi, le transfert des connaissances, de toute façon, dans mon école, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? » Je veux dire, mes élèves, ce n'est pas les mêmes élèves que ceux qui ont participé à la recherche comme telle. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc, voient les résultats de la recherche comme quelque chose qui est inhérent à une situation et qui n'est pas nécessairement transférable dans son milieu. Parce qu'on sait qu'il y a des éléments communs, mais il y a toujours des variantes. La diffusion, et là, c'est rendre compréhensibles et accessibles les nouvelles connaissances. Je suis sûre que vous et moi, vous avez déjà reçu des rapports de recherche très intéressants, mais très volumineux, et de telle sorte que juste à la lecture et le vocabulaire comme tel qui était utilisé, c'est très scientifique, c'est sûrement de très grande valeur, mais ce n'est pas ni compréhensible pour quelqu'un qui se place dans la peau d'un praticien okay, qui est préoccupé d'une prestation de discipline, et ce n'est pas toujours accessible. Alors, ce que ça fait, c'est que ça ne percole pas. Les résultats sont valables pour les milieux qui ont participé à la recherche ou la recherche qui est itinérante, évidemment, aux chercheurs qui plus de façon linéaire, produit une recherche, mais le transfert, il se fait comment dans un réseau? Comment on peut arriver à prendre des éléments de cette recherche-là et faire en sorte qu'on avance et qu'on ne réinvente pas toujours la roue? Alors, la diffusion est importante, la communication, la vulgarisation, la réception des connaissances. Vous avez beau dire les choses, si vous n'avez pas de récepteur, vous émettez, mais il n'y a rien qui se passe. Okay. Alors, vous pouvez avoir les choses les plus intéressantes. Il n'y a personne qui décode le message pour voir comment cette personne-là peut l'adapter. Alors, processus plus linéaire, les associations sont plus dans des processus linéaires, mais avec des interactions. Et ce qui est important, c'est qu'elles peuvent jouer un rôle majeur dans l'étendue du rayonnement. Je vais prendre un exemple. Il y a eu des recherches, il y en a peut-être dans plusieurs universités, mais il y en a une actuellement sur le bien-être en enseignement. Il y en a plusieurs, mais moi, je suis plus familière avec une. Okay? Bon, cette personne-là, je l'ai rencontrée, moi, dans un colloque. Bon, après ça, je trouvais ça intéressant. Donc, on est plus dans la recherche conceptuelle. Okay? On est moins dans l'implantation d'une nouvelle approche dans une organisation. Mais je l'ai invité à écrire dans la revue. J'en ai fait part aux gens qui sont dans les associations. Ils ont invité cette personne-là à venir dans leurs colloques et événements. Et même si ce n'est pas très scientifique ou même si ce n'est pas de la recherche comme telle, bien, le message passe. Quelles sont les conditions gagnantes qu'on entend chez les enseignants? D'accord. L'adéquation entre les connaissances et les besoins, l'implication des utilisateurs au processus de production, la prise en compte des caractéristiques des utilisateurs, clarté, accessibilité, vulgarisation, le choix judicieux des canaux de support et les supports utilisés pour la transmission, l'accès des utilisateurs aux connaissances produites. On demande souvent dans une école, est-ce qu'il y a un centre de documentation, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de relayer ces connaissances-là?
Utilité perçue, elle peut être vraie, mais est-ce qu'elle est perçue comme utile, la recherche ou les connaissances transférées? La crédibilité des connaissances, le contexte organisationnel, la culture organisationnelle qui encourage la recherche et l'innovation, temps, autonomie et marge de manœuvre des utilisateurs, moyens et ressources pour travailler à contrecarrer la résistance du changement, et une culture universitaire qui valorise les activités de transfert des connaissances à l'extérieur du milieu scientifique. Ce sont tous des éléments qu'on entend chez les enseignants quand on est sur le terrain. Okay? Donc, pour terminer, pour une efficacité accrue, établir un maillage plus étroit entre les chercheurs et les praticiens et mettre davantage à contribution les savoir-faire et les acquis des milieux de pratique et des groupes d'appui dans le processus de transfert des connaissances selon la nature de l'intention des connaissances produites, assurer les ressources nécessaires, parce qu'on a beau dire que ce serait intéressant de vulgariser, de faire des résumés, ça prend du temps, et du temps, c'est de l'argent, donc ça prend des ressources, assurer les ressources nécessaires à des stratégies plus interactives, ressources humaines, matérielles, financières, dans le processus de transfert selon la nature de l'intention et l'intention des connaissances, et travailler, parce que c'est beau, les chercheurs sont là, puis on leur dit souvent, vulgarisez, venez nous voir, bon, dites-nous ça, là, puis qu'on embarque. Mais nos enseignants, eux autres aussi, ils ont un travail à faire, donc à développer un intérêt et une culture d'innovation et de recherche chez les praticiens, individus, collectifs et organisationnels. Merci. Merci, Louise. Merci beaucoup. On va tout de suite céder la parole à Carole Raby. Merci, Carole. Je vais reprendre la télécommande. Merci, Carole. Merci, Louise. Alors, vous allez voir que je vais reprendre des propos de mes collègues dans d'autres mots, dans d'autres cadres, mais plusieurs éléments qui vont se croiser. Alors, sans en faire un objet de recherche, pour moi, la diffusion puis le transfert des connaissances, c'est des préoccupations qui m'habitent depuis un bon moment, puisque j'ai surtout fait dans ma carrière des recherches-actions avec le milieu scolaire, dans le milieu scolaire. Alors, c'est toute la question des stratégies efficaces, comment est-ce qu'on peut diffuser et assurer le transfert, et au-delà du transfert, la pérennité de ce qu'on produit comme savoir en recherche. Je ne pense pas qu'il existe une seule stratégie. Je pense qu'on doit envisager ce problème-là de la diffusion et du transfert en termes de combinaison de stratégies. Alors, je vais vous parler de différentes combinaisons de stratégies que je pense qui peuvent être efficaces. Je pense aussi que la diffusion, et ça, je veux le poser d'emblée, pour moi, la diffusion et le transfert, ce sont deux choses différentes, mais qui sont distinctes, mais qui sont aussi interreliées, qui peuvent être menées simultanément, qui sont indissociables l'une de l'autre. Et si on veut que la recherche soit vraiment utile pour les milieux, il faut que ces deux processus-là se passent ensemble et qu'ils soient complémentaires. Au début du mois, il y avait une journée qui s'est déroulée, une journée d'études à l'UQAM qui portait sur les données, les fameuses données probantes en éducation. Et Van der Maren, chercheur retraité de l'Université de Montréal, que j'admire beaucoup, était là et a dit que les réponses des chercheurs doivent répondre aux besoins et aux modes de pensée des praticiens. Je trouvais ça vraiment intéressant. Ça veut dire que si on veut qu'il y ait réellement une appropriation et une adoption des résultats de recherche par le milieu scolaire, il faut quelque part que nos recherches répondent à des intérêts et à des besoins du milieu scolaire. Je ne suis pas en train de dire là que la recherche fondamentale n'a plus sa place en éducation, loin de là. Mais je pense que notre recherche doit aussi répondre à des besoins et à des intérêts. Je pense que tous les types de recherche peuvent cohabiter, qu'elles devraient tous être valorisées, qu'elles apportent tous un point de vue et qu'elles poursuivent des buts différents. Mais pour qu'il y ait une appropriation puis une adoption par les chercheurs, il faut que les résultats de la recherche soient présentés clairement et pour que les chercheurs, pour que les gens du terrain puissent se les approprier.
la diffusion, elle doit se faire, et je pense que ça a été mentionné, dans un langage vulgarisé. Ça, c'est clair pour moi. Ce matin, sur Twitter, il y avait dans le fil des nouvelles pas un chercheur, mais quelqu'un qui a travaillé à l'UQAM. Maintenant, je ne sais plus où il est rendu, mais il travaille beaucoup sur la mobilisation des connaissances. C'est Jérôme Méliciade. Et il a mis une image sur Twitter. Je vous la partage parce que je la trouvais savoureuse, même si je la trouve un peu stéréotypée, mais je l'aime quand même. Ça disait: on apprend aux chercheurs à parler à leur pairs, P-A-I-R-S. Et on sait que le parcours doctoral, c'est beaucoup d'apprendre à parler à nos pairs et défendre notre point de vue, argumenter de façon solide et rigoureuse. Mais ça disait aussi, on devrait aussi leur apprendre à parler à leur mère. M-E, accent grave, R-E. Je me disais, oh, quelque part, ça fait que la mère est peut-être moins scolarisée que le père, mais en même temps, il y a quelque chose de savoureux de parler à sa mère dans des mots qui sont simples et efficaces et qui nous touchent énormément. En tout cas, moi, je vis ça avec ma mère. Alors, nos pères, P-A-I-R-S, est aussi capable de parler à notre mère. Puis, je ne suis pas convaincue que tous les chercheurs sont capables de bien le faire. Alors ça, c'était une part de vulgariser puis d'être capable de la rendre accessible. Mme Trudel en parlait. Je pense que ça, c'est un aspect très important. Au-delà de la diffusion, je pense qu'il ne faut pas seulement bien la vulgariser, mais il faut former les acteurs. Et Lorraine en parlait. Former les acteurs à lire la recherche, à la comprendre, être capable d'accéder à cette recherche-là. On forme nos futurs enseignants, on donne un cours de 45 heures sur l'initiation à la recherche. Pour moi, ce n'est pas suffisant, ça. Je ne pense pas qu'au terme de 45 heures, nos futurs enseignants et nos enseignants qui sont dans le milieu sont prêts à lire et comprendre la recherche. Quand on arrive avec des méthodologies très complexes, quand on arrive particulièrement dans des méthodologies quantitatives où il y a toutes sortes d'analyses complexes, ce n'est pas facile, même pour des chercheurs quali comme moi, de tout comprendre ce dont il s'agit. Alors, on ne va pas demander à des enseignants qui ont un bac de 4 ans et s'attendent à ce qu'ils soient capables de comprendre ces enjeux-là, que des chercheurs ont mis des années à comprendre. Alors, il faut les former. Ça ne veut pas dire en faire des doctorants, ça ne veut pas dire en faire des chercheurs. Ce n'est pas ça que je veux dire, mais il faut qu'il y ait une bonne formation solide pour être capable de s'approprier ces recherches-là. Il faut aussi qui soient accompagnés. On en a parlé, Lorraine en a parlé de l'accompagnement. Pour moi, il y a des acteurs clés qui jouent cet intermédiaire-là entre les enseignants qui sont dans le feu de l'action, qui sont avec les enfants au quotidien, et les chercheurs, ce que les chercheurs produisent. Et ces gens-là, ce sont, des organismes comme le CETREC. Je pense que vous avez parlé de la revue. Il y a la revue préscolaire, il y a la revue Vive le primaire, avec lequel le CRIFPE a un partenariat et publie à chaque parution des recherches qui sont vulgarisées par les chercheurs. Il y a des personnes clés qui accompagnent les enseignants. On parle des conseillers pédagogiques, les gens des récits locaux, les récits nationaux qui jouent un rôle super important. Les directions d'école qui sont des acteurs clés pour moi aussi comme cette courroie de transmission-là. Mais je crois que les chercheurs aussi ont un rôle à jouer là-dedans. Pas juste les acteurs du milieu qui vont aider les acteurs du milieu. Je pense qu'il y a on parlait tantôt de maillage plus important. J'y crois beaucoup. Puis j'irais même plus loin. J'espère que je ne choquerai pas trop en disant ça, mais pour moi, juste faire de la diffusion puis du transfert des connaissances, c'est garder les enseignants et les acteurs du milieu comme des consommateurs ou des utilisateurs de la recherche. Et pour moi, il y a quelque chose d'un peu, je vais dire, péjoratif, de dire, bien, OK, ils sont des consommateurs, des utilisateurs, mais c'est leur rôle. Nous, on produit la recherche, on produit les résultats, puis eux autres vont les consommer. C'est comme un peu dire aux élèves, je te transmets des connaissances, puis toi, tu vas me les reproduire. Dans le fond, pour moi, il y a quelque chose là où on doit aller, en 2019, beaucoup plus loin que ça. Je pense que on doit amener les chercheurs
et les praticiens sur un terrain commun. Lorraine en a parlé. Elle a parlé des recherches participatives. Moi, j'ai fait de la recherche-action, qui est, je dirais, une forme de recherche participative, mais qui a ses particularités. Et je trouve que le personnel du milieu scolaire, que ce soit les directions d'école, les conseillers pédagogiques, les enseignants, les psychoéducateurs, les orthopédagogues, je vais aller plus loin, je dirais même le personnel du service de garde, tout le personnel qui est dans les écoles, sur le terrain, devrait être impliqué dans des recherches qui les intéressent, qui répondent à leurs besoins. Et les impliquer de manière significative dans ces recherches-là, c'est les engager dans un processus, les rendre indispensables à la recherche. Alors, on ne va pas juste les consulter en début de recherche. Dans toutes les étapes de la recherche, ils vont participer et ils deviennent des producteurs de savoir au même titre que les chercheurs eux-mêmes. Ils jouent un rôle différents, bien sûr, mais complémentaires, puis leur contribution, en tout cas dans mes expériences de recherche, les savoirs d'expérience qu'ils amènent et aussi la proximité qu'ils ont avec les enjeux réels de l'éducation, c'est extrêmement riche pour mener de la recherche. Alors, je terminerai en disant que pour moi, les stratégies efficaces de diffusion et de transfert des connaissances en éducation, ça implique que les chercheurs et les acteurs du milieu travaillent en étroite collaboration, qu'ils soient mutuellement sur le terrain de l'un et de l'autre et qu'ils établissent et maintiennent entre eux un espace fructueux de dialogue et de co-construction comme on demande à nos élèves de faire pour leurs apprentissages. Merci. Un grand merci. Un grand merci, Carole Raby. Même si ça ne fait pas 50 ans que je travaille en éducation aussi, je tiens à souligner que Carole, c'était mon étudiante aussi dans une autre vie. Alors voilà. De Lorraine. De Lorraine aussi. Comme quoi. Dominique Lachapelle, voilà. Oui. Donc, moi, je vais parler comme praticienne, directrice générale adjointe d'une commission scolaire et responsable des services éducatifs, tous les services éducatifs. Je suis aussi présidente du CAPFEU, Comité d'agrément des programmes de formation initiale. Donc, c'est sûr que mon regard il est large, mais je vais surtout vous parler du milieu de pratique. Puis j'ai divisé ça comme bonne praticienne, là, parce que j'ai divisé ça le quoi, le pourquoi, puis le comment au niveau de la diffusion puis le transfert des connaissances de recherche, là. Donc, je l'ai divisé comme ça parce que ça faisait partie de ma réflexion, puis quand je préparais là, ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Le quoi, pour moi, là, c'est tout le sens. Et là, je vous parle d'une commission scolaire d'à peu près 20 000 élèves. Donc, tout le sens est pour diffuser des connaissances, quelles qu'elles soient. Il faut mettre du sens, donc il faut définir. Donc, comme gestionnaire, comme direction générale adjointe, on doit définir ce que c'est les connaissances issues de la recherche, ce que c'est les données probantes. Il faut prendre le temps de le définir, pas juste une fois aux 5 ans, là. Tu sais, il faut définir ça là, à tous les ans, parce que vous savez, le roulement de personnel dans une commission scolaire en ce moment, là, c'est fabuleux. Mais c'est un beau levier aussi, hein? Il n'y a pas juste du négatif là-dedans. Donc, il faut définir ces termes-là et comme direction générale, comme service éducatif aussi, il faut les porter. Il faut en parler. Il faut que ça soit dans notre langage. Il faut également, comme je vous tantôt Carole disait là, que c'était important, là, l'accompagnement et tout ça, il faut aussi que dans notre définition, là, parler là, de tout l'agir compétent. Qu'est-ce qu'on attend de notre personnel dans l'agir compétent? On a un beau référentiel pour les conseillers pédagogiques qui vient de sortir, mais l'agir compétent, là, c'est pour l'ensemble des personnels aussi. Donc, il faut que les personnes sachent qu'est-ce qu'on attend d'eux. L'agir compétent, c'est quoi des compétences? C'est quoi notre rôle, le rôle, la posture? C'est quoi la pratique? Qu'est-ce que c'est l'agir, le savoir agir, le savoir être? Donc, ça aussi, il faut définir ça. Puis, il faut prendre le temps de le faire parce que ça va ouvrir l'intérêt, ça va ouvrir le sens. Donc, on est dans le quoi. Et comme je vous dis, là, le transfert de connaissances, là, c'est un mouvement. Ça va être comme de respirer. Donc, c'est important de le faire au quotidien. Le faire quand il y a des recherches qui se font dans chacun de nos milieux. Chez nous, on a dépensé dans les dernières années 1,5 million en recherche-action.
On a 70 communautés d'apprentissage et communautés de pratique. Et ça, les communautés d'apprentissage, quand c'est bien défini, quand les objectifs sont bien définis, ça peut être fort intéressant pour développer des praticiens-chercheurs. Parce que, oui, la recherche doit être présente dans nos milieux, mais on doit développer chez nos enseignants, c'est notre personnel professionnel, cette posture de praticien-chercheur. Pourquoi? Là, je suis rendue à mon pourquoi. Pourquoi? Bien, vous savez, là, qu'en ce moment, il y a des enjeux qui sont différents en éducation. Nos élèves ont des besoins qui sont différents de ceux qu'il y avait il y a 20 ans. Nos enseignants, présentement, qui rentrent, ou notre personnel professionnel qui rentre en fonction, c'est du personnel qui est beaucoup moins préparé qu'ils étaient parce qu'il y a beaucoup de roulements. Donc, si on installe une diffusion, un transfert des connaissances, si on installe vraiment la recherche dans notre milieu et le mouvement, ces personnes-là vont s'introduire tranquillement dans un mouvement, dans une posture d'apprenant. Nous, on parle chez nous là, que toutes les personnes de l'organisation, même nous devons tous être dans une posture d'apprenant. On fait de la gestion pas axée sur ces résultats, là. J'espère que je ne ferai pas chicaner de dire ça, là. On fait de la gestion axée sur l'apprentissage. L'apprentissage à tous les niveaux, au niveau des intervenants, au niveau même des chercheurs qui viennent travailler avec nous, au niveau des élèves aussi. Donc, on essaie là, de vraiment l'implanter. Donc, le pourquoi, là, en ce moment, là, tout ce qu'on peut faire avec nos chercheurs, avec la diffusion des connaissances, diffusion de la recherche, ça vient supporter la compétence de notre personnel. Ça vient aussi, surtout dans les communautés d'apprentissage qu'on a, ça vient valoriser les fonctions en éducation. Il faut savoir qu'effectivement, tout à l'heure, on disait qu'il y a à peu près 15 ans, quand on parlait de recherche dans le milieu de l'éducation, puis quand je parlais de recherche avec mes collègues, à cette époque-là, j'étais direction d'établissement, on me disait, bien voyons, recherche, c'était plus une pratique intuitive en éducation. Maintenant, la recherche, elle est rentrée grâce au fameux chantier 7, si on se souvient, qui a permis d'avoir des chercheurs, des subventions pour pouvoir faire des recherches dans chacun de nos milieux. Donc ça a été un très bon levier. Et effectivement, maintenant, les enseignants parlent de recherche. Et ça, c'est intéressant. Là, je vous ai fait le pourquoi. Je vais risquer le comment. J'ai encore du temps pour le comment? Bon, une minute de plus, c'est correct? OK, bon. Je vais me risquer dans le comment parce que je vais vous parler de l'organisation qu'on fait effectivement avec autant de communautés d'apprentissage et tout ça, et on a quand même plusieurs chercheurs chez nous. On a dû réfléchir à regarder comment on allait diffuser tout ça et comment on allait s'assurer qu'à chaque année, et que ce soit un mouvement qui puisse diffuser l'ensemble des données liées à la recherche. Depuis 2 ans, on a formé un comité qu'on appelle notre comité de recherche et développement. Ce comité-là, bien entendu, la direction générale est présente sur ce comité-là. On a les services éducatifs. Tranquillement, il est en train d'évoluer. On va peut-être avoir des chercheurs, on va peut-être inviter des chercheurs, on va peut-être avoir des enseignants, des directions. On est en train de faire un comité qui va nous permettre de réfléchir, de connaître toutes les recherches qui se font dans nos 50 établissements et de réfléchir comment on va les diffuser. Et ce n'est pas diffusé par courriel, là. Ça veut dire qu'il va falloir faire des événements qui vont permettre que ces leviers-là s'installent. Et ensuite, dans nos redditions de comptes, il va falloir évaluer les impacts. Parce qu'il faut mettre des indicateurs de gestion sur ce qu'on fait, des indicateurs de gestion qui sont plus qualitatifs par rapport au développement professionnel de notre personnel, puis à l'impact que ça peut avoir sur les élèves. Donc, ça, c'est un comment qu'on a mis en place. C'est vraiment ce comité-là, recherche et développement, qui va nous permettre et qui nous permet déjà de sélectionner des recherches. Parce qu'en ce moment, ce qu'on fait surtout, c'est regarder les demandes de recherche qu'on a, puis décider, oui, on y va, rencontrer les chercheurs, puis regarder dans quel milieu ça pourrait être le plus pertinent que puisse se faire la recherche. C'est sûr que toutes les connaissances, ça doit toujours être en lien avec le besoin, bien entendu, le besoin de développement professionnel, parce que ça, il ne faut jamais mettre ça de côté. Quand du personnel a des besoins de développement professionnel, inévitablement, il va avoir un impact sur le besoin des élèves. Donc, des fois, c'est ça qu'il faut viser avant de viser le besoin des élèves, viser vraiment le besoin que le personnel a de se développer. Donc, c'est fini, un petit peu le tour de praticienne, intellectuelle un peu. Merci, Mme Lachapelle, et merci d'avoir pris du temps. Vous avez parlé de communauté de pratique, alors je laisse les
5 minutes de la fin à Cécilia Borges qui va nous parler de ces stratégies de transfert de connaissances. Celles et ceux qui sont là pour le Pecha Kucha, on va commencer. C'est avec 5 minutes de retard parce que, voilà. Bon, oh, mon Dieu, je vais essayer de parler vite. Donc, bonjour et merci pour l'invitation. Je vais seulement vous parler un peu à partir de mes expériences en recherche. Je vais vous situer d'entrée du jeu. Ce sont les références que j'ai des expériences des transferts, mais je vais vous situer d'abord d'où je viens, d'où je pars pour vous parler. Donc, d'abord, j'ai animé ou j'ai participé à différents projets dans ma carrière universitaire liés au transfert, d'une certaine manière. Donc, je pense à un projet au Brésil qui a duré 5 ans, qui s'appelait « Éducation pour la vie, formation du multiplicateur pour la prévention du sida », impliquant des personnels du milieu de la santé et de l'éducation dans différents domaines professionnels ensemble. Les chantiers 7 du ministère de l'Éducation, dans lequel j'ai pu aussi développer un projet et participer. J'ai participé aussi d'un projet à Bogota d'accompagnement des enseignants du milieu scolaire qui faisaient des maîtrises. Et il y avait un groupe qui a été formé avec la mairie de Bogota pour développer un projet parallèle qui s'appelait de la théorie à la pratique, ou comment transférer les résultats de ma recherche que je développe dans ma maîtrise à mon milieu scolaire. Donc, c'était un travail parallèle pendant qu'ils faisaient leur maîtrise, donc un groupe de chercheurs qui les accompagnait pendant 1 an avec des projets de transfert de leurs résultats de recherche au milieu scolaire. Ensuite, j'ai, pendant 4 ans, animé une CAP qui s'appelait CAP Savoir, mais un grand groupe d'accompagnement d'enseignants débutants, donc qui a duré 4 ans. Une 50aine d'enseignants en faisaient partie, donc tous des initiants débutants dans la profession enseignante ici au Québec. Et actuellement, j'ai participé d'un projet sur les environnements sonores, sur les bruits dans les écoles, avec 3 écoles partenaires. Donc, c'est un projet qui, justement, s'attaque à la problématique du bruit dans les écoles, qui nuit l'apprentissage, la voix des enseignants et l'ouïe des enseignants. Donc, ce sont des expériences que j'ai menées au fil des ans, que je mène. Et à partir de ces expériences, j'ai sélectionné un certain nombre de points qui me semblent intéressants. J'aimerais aussi faire un lien avec ce que vous avez tous dit et qui Lorraine parlait. Je pense qu'actuellement, on a dépassé un peu les stratégies top-down. Ça fait longtemps qu'on les a dépassées. De plus en plus, on s'implique dans des projets qui vont chercher les exchanges ou les approches mixtes, qui vont chercher à réunir des besoins entre des praticiens et des chercheurs qui vont ensemble essayer de répondre à certains besoins du milieu et qui combinent avec des besoins aussi qui sont des besoins de recherche des chercheurs. Donc, dans cette perspective, je considère que ce sont toutes des formes collaboratives d'appropriation du savoir et des quêtes et des solutions. Donc, dans ce sens, certains éléments qui me semblent qui sont primordiaux dans ces stratégies collaboratives ou coopératives ou de recherche-action qui visent, entre autres, les transferts de connaissances et qui visent aussi la production de connaissances, c'est d'abord l'entente initiale. Vous avez mentionné l'entente initiale par rapport à l'objet du transfert. Pour que le plan d'action soit concevable, il faut qu'il soit réalisable, il faut qu'il soit objet d'une entente commune qui réponde aux intérêts des uns et des autres. Donc ça, c'est la question pour moi, que c'est les départs, c'est les gages aussi de l'engagement des différents participants. Donc c'est aussi le gage aussi dans ce processus initial de définition des objets de transfert, c'est aussi la définition des rôles de chacun dans ces projets. Ensuite, c'est les savoirs, Lorraine avait abordé, les savoirs qui sont co-construits, ou partagés, ou transférés. C'est un autre élément qui est très important. Souvent, il y a des savoirs qui sont co-construits dans les processus parce qu'il y a des recherches, il y a d'accompagnement, et parfois dans les échanges, mais aussi des savoirs qui sont transférés. Il y a toutes sortes de stratégies dans tous ces projets que j'ai nommés. On a utilisé tous les sorts parce qu'il n'y a pas une réponse, comme disait Carole. Il n'y a pas une stratégie unique. Chaque projet est très adapté et relié à un contexte, à un milieu.
Et c'est différent. Parfois, ça exige la lecture, la traduction de textes. Parfois, ça exige la vulgarisation des textes scientifiques. Parfois, ça exige la préparation des vignettes, des ateliers centrés sur la pratique. Parfois, il exige que les chercheurs présentent des résultats de recherche de façon simplifiée ou que les chercheurs valident un peu ou qui confrontent à partir de leur milieu les résultats de recherche. Donc, toutes les approches sont possibles pour faciliter ces transferts ou cette production des connaissances qui doit être partagée constamment. Un autre élément, c'est les soutiens. Vous avez parlé tous des soutiens, l'accompagnement. Je l'ai vécu dans l'ensemble des projets. Les besoins de soutien qui ça engendre aussi une définition des rôles. Quel est le rôle du chercheur, quel est le rôle du praticien, et comment on soutient, par exemple, s'il y a des démarches des changements des pratiques dans les classes ou des mises à l'essai, ou s'il y a des prises de données. Donc, il y a tout un processus d'accompagnement qui est nécessaire. L'autre élément qui me semble important, c'est les traces, toute la production qui est faite dans ces approches. Il faut qu'elle soit partagée, qu'elle soit commune. Autant les traces du processus que les traces même de ce qui est produit, qui devient comme l'objet qui est partagé par l'ensemble des participants. Et je parlais aussi, vous avez parlé du temps engagé. Il est temps, je l'ai exploré à 2 niveaux. J'ai écrit un texte sur les projets du chantier 7. Et l'un des éléments qui m'a beaucoup frappé, c'est pas seulement le temps qui est nécessaire, par exemple, pour aménager le temps à l'école pour que les enseignants puissent participer d'un projet ou se rencontrer ou réfléchir, mais il y a une temporalité qui est très subjective, qui est celle du temps de maturité de chacun dans les processus. Et ça, il faut composer avec. Parfois, on est très pressés, les chercheurs, parce qu'ils ont des contraintes, des subventions, des projets de recherche, des rapports de recherche, mais le temps de la communauté n'est pas le même. Donc, c'est des exercices constants, c'est des exercices itératifs aussi. Donc, il faut composer avec ces temps. Donc, c'est un élément qui, à mon avis, était très, très important. Finalement, un autre élément, c'était les départs. Quand on part, qu'est-ce qui reste dans la communauté? Est-ce que les membres de la communauté, de cette communauté qui est parfois éphémère, elle a surgi pour résoudre un problème, une fois qu'il est résolu, elle est comme si défait. Mais qu'est-ce qui reste après dans les pratiques? Donc ça, c'est une question aussi qu'on s'était posée et qu'on n'a pas de réponse. Mais ce sont des éléments que j'avais apportés pour vous. Et finalement, parce que la semaine passée, j'étais justement dans un colloque du CETREC, j'aimerais seulement vous dire certains éléments, parce qu'il y a déjà 3 métasynthèses intéressantes qui viennent de sortir sur toutes les formes collaboratives. Moi, j'appelle formes de travail collaborative à l'école, qui évaluent un peu l'impact de ces formes collaboratives comme les CAP sur le développement professionnel des enseignants, sur les élèves et sur l'équipe école. On a beaucoup de données sur le développement professionnel parce qu'il n'y a pas de doute qu'il y a une plus-value. Et on a très peu sur les élèves. Il y a quelques-uns, mais les recherches et les protocoles ne sont pas comparables et multipliables. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et on sait aussi qu'il y a des impacts intéressants pour l'organisation scolaire parce que ça exige beaucoup d'un rapport égalitaire entre les membres de la communauté. Si ça exige un rapport égalitaire entre chercheurs et praticiens qui ont des perspectives différentes, mais qui vont travailler ensemble, ça exige aussi des rapports égalitaires entre les membres de l'organisation scolaire, les CP, l'enseignant, les directeurs, enfin, les personnes qui participent pour pouvoir mettre leur connaissance, leur expertise au profit de cette communauté qui vise l'appropriation d'un savoir ou les changements de pratiques. Voilà. Madame Borges, merci beaucoup. Un grand merci à vous. Écoutez, comme le temps file beaucoup trop rapidement et comme on a déjà dépassé notre temps de 15 minutes pour ça, j'aimerais remercier l'ensemble des participantes. Je suis presque ravi qu'on n'avait que 5. Non, je blague. Hein. Mais merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir partagé ces stratégies. Je pense qu'on a écouté le point de vue des chercheurs, les points de vue des praticiens, et on a aussi eu beaucoup de points de vue pour nous aider à mieux comprendre comment on pourrait rapprocher ces deux solitudes qui n'en sont plus finalement. Alors, merci à tout le monde et au plaisir de collaborer.